Je me réjouis de vous retrouver pour ces deux auditions de l'après-midi qui vont nous permettre d'entendre notamment deux anciens présidents du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous nous réjouissons et je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue d'abord à vous, Monsieur Olivier Schrammeck, ainsi qu'en leur qualité d'ancienne membre du CSA, Madame Francine Mariani Ducret et Madame Sylvie Pierre Brossolette. Bienvenue au sein de cette commission d'enquête. Nous avons souhaité vous auditionner tous les trois pour deux raisons principales sur lesquelles Monsieur le rapporteur ne manquera pas de vous interroger dans un instant. La première concerne la nomination de Madame Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, qui, comme on le sait, avait suscité à l'époque une certaine controverse qui justifie votre audition, et je laisserai le rapporteur vous interroger à ce sujet. La seconde question qui nous intéresse est de savoir, qui m'intéresse comme président, et j'imagine les collègues présents et monsieur le rapporteur, est de savoir comment le CSA, sous vos mandats respectifs, a vécu et géré le pluralisme des courants d'idées et d'opinions dans le secteur public audiovisuel, la mise en œuvre et le respect de la loi de 1986, et vos expériences en la matière seront précieuses pour éclairer cette commission d'enquête qui, à la fin, devra formuler des propositions pour renforcer ces exigences de pluralisme et d'impartialité. Avant de poursuivre, je vais vous présenter rapidement, en quelques mots, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, puisque je rappelle que notre commission d'enquête est filmée et retransmise en direct. Monsieur le Président Olivier Schrammeck, vous avez fait une grande partie de votre carrière au Conseil d'État, où vous avez occupé presque tous les postes, d'auditeur à président de section. En outre, vous avez été secrétaire général du Conseil constitutionnel et membre de plusieurs cabinets ministériels. À ce titre, vous avez été le directeur de cabinet du Premier ministre Lionel Jospin durant toute la seconde cohabitation entre 1997 et 2002. Ambassadeur de France en Espagne de 2002 à 2004, vous avez été nommé président du CSA au mois de janvier 2013 pour un mandat de 6 ans. Madame Francine Mariani Ducret, vous avez occupé divers postes au sein du ministère de la Culture et de la Communication, notamment conseillère technique au cabinet de François Léotard, sous-directrice des affaires financières et générales à la direction de l'administration générale, directrice de l'administration générale et enfin directrice des musées de France de 2001 à 2008. Vous êtes alors nommée au Conseil d'État, puis comme membre du CSA en janvier 2011. Aujourd'hui, vous êtes notamment membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Madame Sylvie Pierre Brossolette, vous avez été membre du cabinet de François Giroud, alors secrétaire d'État à la condition féminine, mais vous avez été ensuite journaliste à l'Express, comme rédactrice en chef adjointe au Figaro Magazine, comme rédactrice en chef et au Point, et comme directrice adjointe. Votre plume est connue de celles et ceux qui nous écoutent et des membres de cette assemblée. Vous avez été nommé membre du CSA en 2013, avant d'être nommé à la présidence du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie une nouvelle fois à tous les trois d'être là. Comme je vous l'ai indiqué, nous souhaitons vous entendre tous les trois sur plusieurs sujets. J'aurai des questions très rapides après les propos liminaires et je laisserai bien entendu la parole au rapporteur et à Madame Soudès si elle le souhaite. Avant de vous donner la parole, et comme nous l'imposent les textes, je vous remercie de nous déclarer chacun tout autre intérêt public ou privé de nature à influer vos déclarations, autres que ceux que j'ai mentionnés dans mon propos liminaire. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacune et chacun à lever la main droite et à dire « je le jure », Monsieur le Président Schrammeck. Merci. 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 Je vous précise pour ma part que je suis membre du conseil d'administration de France Médias Monde depuis le mois d'octobre 2024, que j'ai été membre du conseil d'administration de Radio France et que j'ai été rapporteur de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire assez court afin qu'on puisse ensuite échanger et que vous puissiez répondre à nos questions. Je vous remercie et je vous cède la parole, Monsieur Schrammeck. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, faisant écho aux préoccupations que vous avez exprimées d'emblée, Monsieur le Président, et m'inspirant aussi du questionnaire qui m'a été adressé, je me propose, dans ce propos liminaire, de formuler les réponses que je peux apporter d'emblée sous une forme qui sera nécessairement brève et synthétique avant les questions qui me seront posées, en particulier d'emblée par Monsieur le rapporteur.
Mais auparavant, je voudrais formuler très rapidement 4 observations générales qui sont, je crois, de nature à limiter le champ de ces observations liminaires. En premier lieu, vous le comprendrez, je me limiterai strictement à la période durant laquelle j'ai exercé mon mandat de président, de janvier 2013 à janvier 2019, sans me prononcer, selon ma ligne de conduite constante depuis lors, sur les années ultérieures dont je n'ai eu à aucun titre à connaître. En deuxième lieu, et conformément à la loi, je n'ai gardé par devers moi aucune archive de cette période de présidence. Seul l'ARCOM est aujourd'hui en mesure de vous adresser documents et statistiques que vous estimeriez utiles à votre commission. En troisième lieu, je me permets de souligner le fait que la période de ma présidence a pris fin depuis maintenant 7 années. Je pourrais ainsi être conduit à observer que certains souvenirs ont pu être oblitérés par le passage du temps. Et enfin, en quatrième lieu, et à titre exceptionnel, j'ai été amené, vous le savez, à m'exprimer depuis lors devant une autre commission d'enquête qui s'est tenue le 7 mars, qui m'a entendu plus exactement, le 7 mars 2024, mais qui avait un tout autre objet puisqu'elle avait trait aux chaînes hertziennes à caractère national. Mais même si son objet était différent, je pourrais être conduit à faire référence précisément aux propos que j'ai pu tenir dans le cadre de cet échange, dont certains ont été commentés, voire déformés. Alors, me calquant sur vos questions d'emblée et la structuration du questionnaire, je traiterai en premier lieu des conditions de la première nomination de Mme Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions en 2015, puis en second lieu, plus longuement, des principes et caractéristiques du service public audiovisuel à propos desquels mon analyse a été souhaitée. À propos du choix de Mme Ernotte, je noterai tout d'abord qu'une réponse de ma part concernant un échange téléphonique avec M. François Hollande a conduit à des polémiques et à des mises en cause, à mes yeux, tout à fait injustifiées. Je voudrais à cette fin immédiatement rétablir la vérité des faits, en stricte conformité avec mes déclarations de l'an dernier qui sont consignées au procès-verbal de l'audition. Tout d'abord, je n'ai rien eu à avouer, terme que j'ai entendu à plusieurs reprises, et qui renvoie dans son acception à une connotation plus ou moins répréhensible. J'étais tenu, je le suis aujourd'hui, à dire toute la vérité, et c'est à cet égard que, soulignant que je n'ai jamais eu le moindre lien de subordination avec M. Hollande, j'ai mentionné que la seule occasion où le président de la République d'alors avait pu être conduit à formuler une appréciation sur des personnalités de l'audiovisuel qui s'avérèrent plus tard être candidates était une conversation téléphonique qui n'avait pas du tout cet objet et qui était antérieure au processus de candidature et de désignation. Je confirme que M. Hollande avait alors émis des réserves à propos de 2 personnalités et que du fait de mon silence, que j'ai noté déjà, aucun échange n'a eu lieu entre nous à ce sujet. J'ai pensé alors, et je pense toujours, que le président de la République en fonction avait pris en compte le fait que ces 2 personnalités remplissaient d'ores et déjà de hautes responsabilités publiques et que peut-être il ne souhaitait pas les voir remplacés, ce qui d'ailleurs, si c'est le cas, ne mettait nullement en cause leur qualité personnelle. Mais pour moi, il y a toujours eu 2 ordres de responsabilité totalement distincts, totalement indépendants. Il y a celle du président de la République, et puis il y a à mon niveau, à mon échelle, dans mes responsabilités, la mienne, qui est strictement et exclusivement au sein du collège du CSA et en dialogue avec ce collège, de déterminer qui, en fonction de sa personnalité, de son expérience et de son projet stratégique, apparaissait
comme la meilleure ou le meilleur postulant possible. Enfin, pour être plus clair encore, je n'ai jamais ressenti cette notation du président de la République comme une quelconque pression. Et je le dis très clairement ici, je n'ai jamais reçu de la part du président Hollande la moindre pression dans l'exercice de mes responsabilités, pas plus que de la part du président Macron, je tiens à le dire également. Voilà ce que je tiens à attester formellement d'emblée. J'ajoute que je n'ai jamais eu le moindre échange sur le choix incombant au Conseil avec une quelconque personnalité politique ou d'autre nature. Et d'ailleurs, avec toute autre personne en dehors des membres du collège. J'ignore ce qu'il en a été des autres membres de ce collège, et je pense que ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, pour lesquels j'exprime mon respect et ma considération, seront à même de vous préciser ce qui les concerne. S'agissant des motivations de la désignation de Mme Ernotte, s'il relève du secret de nos délibérations, il est cependant éclairé par 2 documents publics. Le communiqué du collège, rendu public conformément à la loi, le jour de l'élection, le 23 avril 2015, publié au journal officiel du 25 avril 2015, expliquant les motivations du choix qui avait été opéré. Et d'autre part, le projet stratégique dont nous avions pris l'initiative de le rendre intégralement public à l'époque. Pour ne pas alourdir d'emblée mon propos, j'éviterai à ce stade de citer le communiqué dans ses considérants qui m'apparaissent parfaitement clairs et explicites. Mais je ferai en revanche référence à la déclaration commune de l'ensemble des membres du Conseil en date du 4 juin 2015, également rendue publique. Nous réaffirmons solennellement que le délibéré s'est déroulé dans la plus totale indépendance et la plus stricte impartialité, au terme d'une procédure qui a respecté le principe d'égalité entre les candidats et dont chaque étape a été débattue et collégialement acceptée par le Conseil. Chacun d'entre nous a voté en son âme et conscience, sans aucune pression, qu'elle soit politique, économique ou personnelle. En ce qui concerne cette fois le remplacement de M. Mathieu Gallet à la tête de Radio France en 2018, sur lequel j'ai été également interrogé, je rappelle que temporairement et pour raison de santé, je n'exerçais alors pas de responsabilité. J'ai été remplacé par le doyen d'âge, M. Nicolas Curien. Enfin, et de façon plus générale, vous m'interrogez sur les modalités de procédure adoptées par le CSA au regard de la décision du 27 juillet 2000 du Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, proscrivait une transparence qui n'assurerait plus l'entière liberté de parole tant des candidats que des membres du Conseil eux-mêmes, condition nécessaire, disait-il, à l'élaboration d'une décision collégiale éclairée fondée sur la seule prise en compte de l'intérêt général et du bon fonctionnement du secteur public de l'audiovisuel dans le respect de son indépendance. Toutefois, comme le Collège a lui-même explicitement reconnu dans sa déclaration que j'ai déjà citée du 4 juin 2015, il y a un équilibre qui est malaisé à trouver, il faut le reconnaître, entre d'une part l'objectif de transparence qui est toujours recommandable et d'autre part la protection du collège contre toute pression extérieure et peut-être surtout la nécessité de ne pas dissuader de candidats qui sont des personnalités exerçant déjà de hautes fonctions et qui pourraient être conduites à exposer leur raison de les quitter, ces hautes fonctions, et de s'exposer aussi à un échec public susceptible de rejaillir sur leur parcours professionnel. Voilà ce que je souhaitais répondre sur ces indications personnelles qui faisaient l'objet de demandes de précision. Alors j'en viens maintenant, Monsieur le Président, au principe applicable au secteur public audiovisuel sur laquelle vous avez sollicité mon interprétation et aussi mon expérience, et sur la façon d'appliquer ces principes. Alors, je relève d'abord, et je serai bref, que le législateur, c'est-à-dire vous-même,
avait précisément énuméré les principes de référence, tant pour le secteur public que pour les chaînes privées. Je mentionnerai, mais vous les connaissez tous, je ne serai pas long, l'article 1er, le principe de liberté, qui est limité notamment par le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'article 3.1, l'égalité de traitement, la garantie de l'indépendance et de l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle, référence précise pour le coup au secteur public audiovisuel, mais dont vous verrez qu'en substance, elle n'est pas différente de celle qui concerne les chaînes privées, la garantie de façon générale de l'honnêteté, de l'indépendance et du pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, l'article 13, l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. Mais puisque vous m'interrogez au titre de mon expérience en tant que président de section honoraire au Conseil d'État et ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, je marquerai l'importance primordiale de l'accent sur le pluralisme, directement issu des décisions fondatrices du Conseil constitutionnel en date des 10 et 11 octobre 1984 et du 18 septembre 1986, le respect du pluralisme est une des conditions de la démocratie, je cite le Conseil constitutionnel. Alors, est-ce à dire que la neutralité et l'objectivité, qui ne sont pas en tant que telles mentionnées par la loi d'un média, et notamment du secteur public audiovisuel, doivent être négligées parce qu'ils n'y figurent pas? Non, bien entendu. La neutralité s'attache d'abord au service public dans son ensemble, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'État, et l'objectivité en dérive naturellement, tout comme de l'honnêteté qui doit l'inspirer. Mais ce qui paraît, à travers toutes ces mentions de la législation particulièrement essentielle, en tout cas ce sur quoi l'accent a été mis à titre principal, ce sont les principes du pluralisme et de l'égalité de traitement. Et à cet égard, comme à tous égards, il me semble qu'il convient de souligner l'essentielle exemplarité du secteur public, indépendant et impartial. J'ai exposé l'an dernier les raisons pour lesquelles la décision du Conseil d'État RSF. On y reviendra peut-être, Monsieur le Président, si vous me le permettez. Je ne veux pas être désobligé à vous interrompre. Peut-être qu'on y reviendra parce que c'est ça qu'on vous a envoyé, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, un questionnaire. Mais bon, Monsieur le rapporteur va aussi expliciter ses questions. Je vous laisse conclure. Je m'apprêtais à parler, mais je suis à la disposition, évidemment, de vos questions. D'une part, de mon opinion sur la jurisprudence RSF et sa suite. D'autre part, sur les moyens dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur lesquels vous m'avez également interrogé. Et sur la pratique qui a été la nôtre, à travers d'abord les délibérations que nous avons prises, en particulier en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives, et les résultats auxquels cette pratique a conduit. Je m'exprimerai également, si vous le souhaitez, sur les saisines de particuliers sur lesquelles vous m'avez interrogé, mais je suis conscient que sur tous ces sujets, au regard des attributions et des fonctions que mes collègues ont exercées, celles-ci seront en mesure de vous répondre encore plus précisément et complètement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces propos qui éclairent notre commission d'enquête, et merci d'avoir rappelé le cadre juridique dans lequel ces exigences d'impartialité, de pluralisme s'exercent, à la fois au terme de la loi et des différentes jurisprudences. Peut-être changer un peu la manière de fonctionner. Je vous poserai mes questions tout à l'heure au moment des prises de parole des différents groupes politiques. Si le rapporteur en convient, je lui laisse la parole pour 40-45 minutes, ce qui nous amènera à 15h30 et ce qui laissera une demi-heure pour que les députés membres d'autres groupes politiques de cette Assemblée puissent s'exprimer et pour que je puisse vous poser 2 questions. Je laisse la parole au rapporteur. Monsieur le Président, votre micro. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous pour votre temps et les réponses que vous allez nous apporter. J'ai effectivement un certain nombre de questions et je vous demanderai d'apporter les réponses les plus synthétiques possibles. Ma première concerne la décision du 23 avril 2015 que vous avez commise. Vous avez nommé Madame Ernotte en raison, je vous cite, de solides compétences de management et de son expérience reconnue dans la maîtrise du dialogue social.
Lors de votre audition à l'Assemblée, M. Schrammeck, le 26 mai 2015, vous avez affirmé que le CSA s'est questionné sur les capacités managériales de Mme Ernotte, ainsi que sur son engagement à instaurer un dialogue social chez France Télévisions. Vous avez dit vous-même, je cite, « Si ce ne devait pas être le cas, c'est que nous nous serions trompés ». Alors après 10 ans de mandat de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, un rapport commandé par le CSE et publié en octobre 2025 décrit un climat de travail, je cite, brutal, une organisation qualifiée d'autoritaire, d'élitiste, des inégalités de traitement et de très fortes tensions. Rétrospectivement, est-ce que vous estimez vous être trompé sur votre décision? Monsieur le Président, je vous en prie. Monsieur le rapporteur, en ce qui concerne les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour lesquelles mon devoir de réserve est maintenu au-delà de l'exercice de mes fonctions, je peux tout de même, avec le souci de vous répondre le plus complètement possible, vous dire que l'expérience de Mme Ernotte a été soigneusement, contradictoirement, collégialement examinée à plusieurs reprises au cours de ces délibérations. Quant à une appréciation sur ce qui se passe aujourd'hui, comme je vous l'ai dit d'emblée, je ne me considère pas comme habilité à les faire. Merci. Nous l'avons auditionné hier pendant 4h30, ce qui a permis à chacun de se faire un avis. Monsieur le rapporteur. Bien, vous comprendrez que j'aurais du mal à me satisfaire d'une telle réponse. Vous avez un avis aiguisé, je pense, en tant qu'ancien président du CSA sur les 2 derniers mandats de Mme Ernotte que vous avez désigné pour un premier mandat. Je pense que vous écoutez aussi au quotidien les préoccupations majeures que font état nombre de salariés de France Télévisions. Qu'est-ce que vous entendez de ces préoccupations, de ce climat social brutal, de ce management aussi considéré comme autoritaire, alors que c'était l'une des conditions qui vous a qui vous ont conduit eh bien, à la désigner en 2015. À titre personnel, en dehors d'ailleurs de vos rôles précédents, qu'est-ce que vous considérez de ces signaux d'alarme qu'on entend nous au quotidien? Monsieur le rapporteur, j'ai été extrêmement attentif à la gestion de Mme Ernotte jusqu'au 23 janvier 2019. Après coup, je n'avais absolument pas à m'en occuper et c'était la règle juridique et je n'ai certainement aucun titre à m'exprimer à ce sujet. Autre question alors. J'ai compris que je ne réussirai pas à obtenir des réponses de votre part sur le sujet. J'en viens donc directement peut-être à la procédure de nomination de la présidence de France Télévisions qui a conduit à la désignation de Mme Ernotte pour son premier mandat en 2015. Est-ce que vous pourriez, parce que je pense que ça intéresse nombre de Français, et beaucoup de Français d'ailleurs ignorent les conditions de désignation d'une telle présidence, est-ce que vous pourriez nous les décrire le plus simplement et de la façon la plus pédagogique possible, s'il vous plaît? Volontiers, monsieur le rapporteur. Tout a été défini par une délibération du 14 février 2015 qui a circonscrit les différentes étapes. Il y a eu une date à partir de laquelle les candidates et candidats ont pu faire acte de candidature sous enveloppe fermée. Il s'agissait du 9 mars 2015. La date de clôture de cette période a été le 1er avril 2015. L'ensemble de ces candidatures sous pli fermé ont été enfermées dans un coffre sous ma responsabilité et celle du secrétaire du collège, alors M. Nicolas Cizel. Le 1er avril, ces plis ont été ouverts. Il avait été décidé par le Conseil que si certains candidats ne souhaitaient pas que les noms des candidats, notamment de ceux qui allaient être auditionnés, je vais y venir, soient connus, nous ferions droit à cette demande pour des raisons que j'ai déjà mentionnées tout à l'heure. Il y a eu une délibération du collège sur les candidats qui devaient être auditionnés. Je rappelle qu'il y avait 33 candidats à la présidence de France Télévisions en 2015, que 7 ont été auditionnés, que ces auditions ont donné lieu à des votes successifs du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'à un moment donné, ces votes se sont en définitive partagés sur 2 candidats, dont Mme Delphine Ernotte,
qu'en raison de cette égalité de voix, de nouvelles auditions des deux postulants ont été effectuées et qu'en définitive, une majorité s'est dessinée en faveur de Madame Delphine Ernotte. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai 2-3 questions sur le secret des auditions. Les auditions avec les candidats que vous avez menées se sont déroulées à huis clos les 21 et 22 avril 2015 au siège du CSA. Pourtant, les sociétés de journalistes de France 2 et France 3 avaient dénoncé à l'époque, je les cite, une procédure antidémocratique sur la forme comme sur le fond. Monsieur le Président, vous avez justifié ce huis clos par une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000 qui porte sur la question de la vie privée, qui n'en fait d'ailleurs pourtant pas une obligation impérative. En effet, il y a d'autres auditions de candidats à la présidence de l'audiovisuel public qui ont été à plusieurs reprises rendues publiques. Je pense notamment à celle des candidats qui sont devenus présidents de Public Sénat le 13 janvier 2025. Ou alors un peu plus loin, celui de Jean-Luc Hess le 8 avril 2009, qui avait été choisi à l'époque par Nicolas Sarkozy pour présider Radio France. Ces deux auditions se sont déroulées publiquement au Sénat et ici à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous justifiez ce privilège du huis clos que vous avez commis en 2015 pour la désignation de Madame Ernotte? Monsieur le Président, allez-y. Monsieur le rapporteur, je voudrais d'abord me permettre respectueusement de reprendre les mots que vous venez d'utiliser. En premier lieu, il ne s'agissait pas d'un privilège, mais j'ai essayé d'expliquer pourquoi nous avons essayé de trouver un équilibre. Cet équilibre, il a pu être modifié. Nous étions d'ailleurs ouverts à la modification de cet équilibre dans notre déclaration que j'ai déjà mentionnée de 2015. Et je n'ai rien, en l'occurrence, commis, monsieur le rapporteur. Le collège du CSA a collégialement et souverainement décidé en la matière sans rien commettre. En ce qui concerne les différences qui ont pu être opérées, d'abord, une de vos citations relève de l'année 2025 et j'ai bien noté que la pratique avait évolué pour des raisons que l'on peut parfaitement comprendre et que je n'ai ni à apprécier ni à juger ici. Et quant au précédent que vous me citez de 2009, la problématique du Conseil constitutionnel n'a peut-être pas été prise en compte de la même manière, mais pas plus que je ne m'exprime sur ce qui suit le terme de mon mandat, je ne m'exprime sur ce qui précède le début de mon mandat. Juste parce que le rapporteur... Pardon, Monsieur le Président, une seconde. Oui. Juste parce que le rapporteur a dit de poser toutes ces questions, mais moi je suis le garant de la bonne compréhension par celles et ceux qui nous écoutent des questions et des réponses. Juste préciser, vous ne l'avez pas fait, je me permets de le dire, que donc, la nomination de Delphine Ernotte est le fruit d'un vote, c'était un processus de vote, qui a eu effectivement une égalité parfaite et que le président du CSA à l'époque n'a pas de vote double, ce qui vous a conduit à procéder à une nouvelle audition. Je le dis juste parce qu'il faut que chacun puisse comprendre à la fois les questions que pose le rapporteur et les réponses, mais dans un cadre précis. C'est donc un vote, il y a eu égalité, il y a eu ensuite des nouvelles auditions et le président que vous êtes n'a pas de voix qui compte double. Voilà, c'est important de le rappeler. Par ailleurs, juste sur le huis clos, là aussi je veux être très précis, j'indique que nos commissions d'enquête, y compris à l'Assemblée nationale, peuvent se réunir sous huis clos à la demande pour des raisons de protection du secret des affaires, de protection des sources, et que c'est une prérogative à la fois réglementaire quand il s'agit de l'Assemblée nationale et constitutionnelle quand il s'agit d'autorité publique. Je le précise juste pour le cadre des débats et je vous laisse répondre au monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, c'est une prérogative, mais vous ne l'avez pas qualifié de privilège. Merci, Monsieur le Président. Vous en conviendrez, donc avant 2013, pour faire toute la transparence pour les Français, les nominations des présidents de l'audiovisuel public étaient décidées par le Président de la République. Mais les auditions, elles, étaient publiques. Depuis 2013, les nominations de ces présidents de l'audiovisuel public sont décidées par le CSA, aujourd'hui l'ARCOM, mais les auditions se déroulent à huis clos. Est-ce que vous considérez que ce changement de procédure est véritablement gagné en transparence pour l'ensemble des Français, sachant que ces présidents de l'audiovisuel public sont aussi garants de l'information délivrée et bien du respect aussi de principes importants, d'impartialité, d'honnêteté et de pluralisme de l'audiovisuel public? Monsieur le rapporteur, à nouveau avec tout le respect qui est le mien,
à votre égard, je dois vous rappeler que je n'ai pas à me prononcer sur les pratiques de l'ARCOM aujourd'hui. J'ai simplement précisé, et je pourrais vous citer le passage si vous le souhaitez, que dans sa déclaration du CSA de 2015, celui-ci a ouvert la voie à une plus grande transparence tout en manifestant les risques que cela pouvait comporter pour la liberté, l'autodétermination des candidatures de certaines personnalités. C'est la problématique que j'ai mentionnée d'emblée et je ne peux pas aller au-delà. Monsieur le Président, cette audition va encore durer 1 heure à peu près, peut-être un peu plus. Et je vais vous demander Tant peut-être... que le président le décide, monsieur le Oui, rapporteur. autant que le président le décide, absolument, mais je vais vous demander peut-être d'autres réponses que je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis plus président du CSA ou de l'ARCOM. Vous conviendrez que les personnes qui s'intéressent à cette audition, aux conditions notamment de nomination, de désignation de Madame Ernotte en 2015, attendent d'autres types de réponses que je ne suis plus en fonction, dont je ne peux pas vous répondre. Vraiment, c'est aussi un exercice de transparence. C'est une commission d'enquête. Nous sommes là pour vous poser des questions. Vous êtes là pour apporter des réponses. Sur le secret des auditions, il y a eu une intervention au siège du CSA en 2018 de la police judiciaire qui indique ne pas avoir trouvé les enregistrements des auditions que vous avez menées les 21 et 22 avril 2015 entre le CSA et Madame Ernotte. Où sont, Monsieur le Président, ces enregistrements ? Oui, en effet, j'ai été tout à fait informé de cette visite. Je voudrais simplement, puisqu'il y a eu en effet à l'époque un certain nombre de polémiques, vous dire, et puis des plaintes qui venaient de 2 syndicats, CFE, CGC et CFDT Médias de France Télévisions, que par une décision du 16 juillet 2015, le procureur de la République adjoint a rejeté la plainte qui avait été formulée par la seule CFDT Médias. Je ne vous en infligerai pas les termes. Et par ailleurs, le Conseil d'État, par une décision du 13 février 2016, a reconnu la pleine régularité de l'élection de Madame Delphine Ernotte. Bon, à nouveau, vous n'avez pas répondu à ma question, mais je sens que j'en obtiendrai pas davantage sur ces questions-là. Et voyant le temps passer, je vais peut-être passer à d'autres questions. Vous avez donc reçu 33 candidatures en 2015. Vous n'avez pas non plus rendu public les 7 personnalités qui ont été choisies par vos soins, celui de votre collège, pour être auditionnées, sous prétexte d'ailleurs que 3 l'auraient refusé. Est-ce que, solennellement, devant cette commission d'enquête, après avoir prêté serment, vous pouvez nous dire quelles étaient les 7 personnalités qui avaient été choisies en 2015 pour prendre part au vote, enfin pour être sélectionnées, et notamment si parmi les 3 personnalités qui ont refusé que ces noms soient publics, est-ce que Madame Delphine Ernotte figurait parmi ces 3 personnalités qui ont refusé que l'ensemble des candidatures soient rendues publiques ? Ce n'était pas, il n'y avait pas de prétexte. Il y a eu une délibération, monsieur le rapporteur, en bonne et due forme, longuement débattue, du collège, pour déterminer si oui ou non nous rendrions public le nom des personnes auditionnées, ou si par souci de protection, c'était une des motivations, je l'ai explicité tout à l'heure, de protection de leur carrière et de leurs intentions, il aurait suffi qu'un seul demande le secret sur la personnalité des candidats auditionnés pour que nous l'acceptions. C'est une délibération du collège, ce n'est pas un prétexte. Et donc, 3 personnes, ça je peux vous le dire, parce que ça ne trahit pas le secret des délibérations, 3 personnes ont, parmi elles, en effet, demandé à ce que ce secret soit maintenu. J'ajoute, pour essayer d'aller le plus au-devant possible de vos questions, monsieur le rapporteur, que, à ma connaissance, Madame Delphine Ernotte n'en faisait pas partie. À mon souvenir, plus exactement. Merci, Monsieur le Président. Pour revenir d'ailleurs sur ce premier vote que vous avez procédé d'ailleurs candidat par candidat pour déterminer les personnalités qui, selon vous et le collège du CSA, étaient éligibles pour être auditionnées.
Vous avez donc ce vote a conduit à ne pas auditionner des candidats qui, pourtant, disposent d'une très grande expérience de l'audiovisuel, notamment Emmanuel Hogg, qui était président de l'AFP, Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde, mais aussi Didier Quillot, qui était issu de Lagardère. Est-ce que vous pouvez nous dire les critères que vous avez retenus pour expliquer que ces trois personnalités, disposant pourtant de critères d'expérience et de compétences parfaitement légitimes pour être auditionnés, n'ont pas été retenus pour être les candidats à la présidence de France Télévisions? Je vais essayer, monsieur le rapporteur, de vous répondre le plus précisément possible tout en respectant le secret auquel je suis tenu. Il s'agissait évidemment pas de juger négativement de leur personnalité ni de leur expérience, ainsi que vous l'avez souligné, mais l'attention du collège s'est naturellement focalisée sur les projets stratégiques qui avaient été présentés. Or, le critère qui a été choisi par le collège pour décider d'auditionner ou de ne pas auditionner était qu'il n'y avait pas au moins 5 membres du collège, c'est-à-dire, je vous rappelle que le collège était composé de 8 membres, donc il n'y avait pas de majorité pour souhaiter même les auditionner dans une optique comparative. Et donc, c'était une décision souveraine du collège. D'ailleurs, nous avions insisté, ça ne figure pas dans un document, mais j'essaye de répondre le plus complètement, à la possibilité éventuellement d'un second vote pour augmenter le nombre des personnes auditionnées, ou même, cela avait été envisagé, le réduire. Et il n'y a pas eu de vote parce qu'il n'y a eu aucune demande tendant à ce que cette liste soit modifiée. Voilà les conditions dans lesquelles je puis vous relater cette phase de la procédure. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez d'autres questions? Si vous faites des tweets en même temps, c'est pas gagné. C'est très d'humour. Allez-y, monsieur. C'est absolument pas. Et je précise aussi un autre point, parce que je vois que M. Balanant s'agace. Vous savez, M. Balanant, on est des représentants de la nation et du peuple. Des gens qui se posent les questions méritent aussi, par notre voix, de les poser et d'avoir des réponses. Donc, Monsieur Balanant, que vous mettiez systématiquement à chaque fois que vous venez, d'ailleurs, vous venez pas souvent, ce qui montre d'ailleurs le peu d'intérêt que vous avez pour cette commission d'enquête. À chaque fois que vous venez, vous remettez en cause le travail du rapporteur. Eh bien, je vais vous demander à l'avenir de faire preuve d'un peu plus de professionnalisme et de me laisser poser les questions sans forme de jugement, parce que les questions que je pose sont aussi appelées par bon nombre de Français. Donc, merci Monsieur Balanant de faire preuve de davantage de professionnalisme à l'avenir. Monsieur le rapporteur, attendez, Mais il m'interpelle. Je vais vous laisser, Monsieur Balanant, Monsieur le rapporteur, Monsieur Balanant, Monsieur Balanant, Monsieur le rapporteur, Monsieur Balanant. Vous aurez la parole ultérieurement. Monsieur le rapporteur, Monsieur Balanant, je vais juste répondre et après je vous laisserai la parole tout à l'heure. Je faisais un petit trait d'humour parce qu'effectivement le rapporteur tweet en temps réel nos commissions d'enquête. Ce n'est pas moi. Ce qui est son droit. Ce n'est évidemment pas moi. Vous avez l'impression que je suis sur mon téléphone quand je pose des questions. Ce qui est son droit et ce qui correspond au monde dans lequel nous vivons, Monsieur le rapporteur. C'était un trait d'humour, ça ne justifiait pas cette prise à partie ni de Monsieur Balanant, ni ces échanges entre vous, Monsieur le rapporteur, et Monsieur Balanant. Je vous cédais la parole, et si vous voulez continuer d'interroger Monsieur Schrammeck, Monsieur le rapporteur, vous le pouvez. Monsieur Balanant, je vous donnerai la parole juste après. Merci, Monsieur le Président. Selon Monsieur le Président, pardon pour cette parenthèse. Selon la procédure donc, qui était prévue, tous les membres du CSA pouvaient rencontrer des candidats jusqu'au 1er avril 2015, à condition de les solliciter vous-même hors de leur bureau. Pour chacun d'entre vous, et bon, c'est la première question que je vous pose à tous les trois, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les candidats que vous avez rencontrés dans ce cadre, s'il vous plaît? Je peux vous dire que j'ai rencontré tous les candidats étaient informés de cette délibération très précise du CSA qui autorisait des visites qui étaient des visites de courtoisie et de présentation avant le 1er avril. Et tous les candidats ou des personnalités qui ne se sont pas avérées être candidates, qui ont demandé à être reçus par moi, l'ont été pendant la même durée. Et je me suis strictement limité à ce que implique une visite de courtoisie. J'ai donc évité à chaque fois
de les interroger sur leurs intentions et sur leur programme, ainsi que sur la manière dont, plus précisément, ils auraient pu concevoir leur projet stratégique. J'ajoute que beaucoup de ces personnes, je ne les avais jamais rencontrées auparavant, et je me permets de dire que c'était le cas de Mme Delphine Ernotte, que je ne connaissais absolument pas. Mais je me tourne vers mes collègues. Allez-y, Madame Marinelli. Je n'ai pas de souvenir, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Je suis désolée, je ne garde pas mes calendriers. Je n'ai pas le souvenir de rencontres particulières. Cela dit, l'activité de membres du CSA implique de s'intéresser à l'actualité, de rencontrer des gens. Et j'ai nécessairement croisé tel ou tel dans des circonstances diverses, mais pas du tout d'entretien qui est trait à la préparation quelconque d'une prestation devant le Conseil. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, j'ai répondu comme le Président à toutes les demandes de rendez-vous des candidats déclarés qui souhaitaient évidemment rencontrer tous les membres du CSA pour exposer leur projet. J'ai laissé la porte ouverte. Ceux qui ont voulu venir, et ils ont été très nombreux, sont venus et ils exposaient leur projet. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Merci pour vos réponses. J'ai lu avec attention le projet que Madame Ernotte vous avez déposé en 2015. J'ai lu aussi les projets de certains de ses concurrents. Et je vous avoue, c'est peut-être un regard de profane par rapport au vôtre, mais en comparant la densité des projets, le nombre de propositions qui a été émises par rapport, je constate que Madame Ernotte a réalisé un projet de 30 pages, d'autres concurrents en ont réalisé un de 150. Il n'y a aucun terme, par exemple, de pluralisme, d'indépendance, de neutralité, d'honnêteté qui figure dans le projet de Madame Ernotte en 2015, contrairement à ceux de ses concurrents. J'ai trouvé à titre personnel assez vague, assez flou, assez peu étoffé sur le fond. Je m'interroge aussi, et c'était l'une des questions que je lui ai posées hier, du fait qu'elle ne disposait, au moment où elle a postulé, d'aucune expérience dans les médias. Elle n'avait jamais travaillé dans les médias, contrairement à d'autres de ses concurrents à l'époque, Emmanuel Hogue, Marie-Christine Saragosse, Didier Quillot. Est-ce que vous pouvez nous donner, devant les Français, les principales raisons, selon vous, les plus légitimes pour l'avoir désigné par rapport à ses concurrents en 2015 ? Pour expliciter et avancer, je crois que depuis tout à l'heure, le rapporteur essaye de vous faire dire, et je ne veux pas trahir ses propos, qu'il y aurait une forme de favoritisme de Mme Ernotte et qu'elle n'avait pas les compétences pour être la présidente de France Télévisions. Je vais poser la question directement, comme ça on va pouvoir avancer. Il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir nommé Mme Ernotte présidente de France Télévisions pour des raisons de connivence avec le pouvoir, de favoritisme, ou est-ce qu'elle avait les compétences pour être présidente de France Télévisions? Pardon, mais ça permet d'accélérer parce que malheureusement, oui, monsieur le rapporteur, ne va pas pouvoir vous faire dire, même s'il multiplie des questions, des choses que vous n'avez pas envie de dire. Ouais. Mais c'est une question importante, donc je l'explicite, comme ça on va avancer. Bien, alors voudrais, merci monsieur le Président pour la formulation de votre question, qui me conduit à dire que je ne connaissais ni directement ni indirectement Madame Ernotte, que je n'avais a priori aucun sentiment à l'égard de sa candidature ou de sa personne, que je ne l'ai rencontrée qu'à l'occasion de cette visite de courtoisie, pardonnez-moi, à l'occasion de cette visite de courtoisie et dans le cadre des délibérations du collège où elle a été auditionnée donc à 2 reprises, et que je me suis fondé avec mes collègues sur les critères d'appréciation habituels, parmi lesquels le projet stratégique dont la longueur ne fait rien à l'affaire. Pour que le rapporteur ait sa réponse, est-ce que, mesdames, vous pourriez nous dire, voilà, peut-être les qualités ou ce qui, dans la candidature de Madame Ernotte, avait retenu votre attention, peut-être parce qu'elle avait une expérience dans une grande entreprise comme voilà, Orange, ou voilà, qu'est-ce qui avait pu retenir vos suffrages? Monsieur le Président, je reviens, comme l'a dit Monsieur le Président Schrammeck, sur le fait que les délibérations de ce qui a fonctionné un peu comme un jury, on parle d'élection, mais c'est un terme plutôt pratique, c'est une procédure de nomination par un collège qui forge son appréciation. Il la forge
évidemment en fonction des critères légaux qui sont dans la loi de 1986, l'expérience, la compétence, le projet stratégique, et compte tenu des enjeux que le Conseil a cru identifier concernant France Télévisions, entreprise majeure de l'audiovisuel public. À l'époque, je ne parle que pour moi, mais je ne crois pas porter atteinte en disant cela au secret des délibérations. L'environnement numérique du monde de l'audiovisuel public était en changement considérable. Je crois que c'est 2014 l'arrivée de Netflix en France. Le groupe Canal+ avait mis en place des offres numériques importantes, mais il n'y avait pas énormément de choses dans le paysage français. Et de par l'ensemble des travaux, d'études, de réflexions du Conseil, on voyait bien que les changements qu'on mesure maintenant avec les phénomènes de streaming, d'Internet, etc., ne faisaient que démarrer. Et donc, avoir une personnalité qui venait du monde des télécommunications, même n'ayant pas d'expérience intérieure du monde de l'audiovisuel, ça pouvait être un élément de compétence important. Et il pouvait y avoir débat, effectivement, entre une expérience acquise à peu près exclusivement au sein du monde des médias audiovisuels et une expérience acquise chez des opérateurs qui étaient confrontés depuis plusieurs années à ces enjeux technologiques et économiques qui impactaient considérablement ou allaient impacter, selon ce qu'on pouvait prévoir à l'époque, le monde de l'audiovisuel et particulièrement de l'audiovisuel public. Merci, Madame Brossolette. Je crois que tous les critères ont été examinés en conscience par tous les membres du collège qui ont évidemment pensé à l'avenir de France Télévisions, cette énorme machine dans le monde de demain que vient de décrire Francine. Chacun avait des avantages et des inconvénients, des atouts et des handicaps. Et je pense qu'en vraiment notre âme en conscience, une majorité a pensé que, puisqu'elle a été désignée, c'est Madame Ernotte qui avait le plus de qualité pour faire ce job difficile. Mais chacun a été vraiment examiné en conscience avec tous les aspects que comportait la difficulté de cette fonction, qui est une charge écrasante, parce qu'elle comporte beaucoup d'aspects à prendre en compte, à la fois humains, techniques, technologiques et même politiques au sens noble du terme. Et donc, au total, il s'est retrouvé qu'une majorité a pensé que c'était Madame Ernotte qui avait le maximum de qualité pour affronter l'avenir. C'est comme ça. Mais soyez assurés, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, que tous les aspects ont été vraiment mûrement pesés en conscience par chacun, et ça a donné le résultat que ça a donné. Mais vraiment, nous avons bien examiné tous les enjeux en pesant le pour, le contre. Chacun avait des qualités, de moindres qualités, et qu'au total, ça s'est terminé comme ça. Ce qui me permet juste, pour la bonne compréhension des débats, de rappeler que le fonctionnement du CSA, qui est l'instance qui nomme les dirigeants de l'audiovisuel public, remplacé maintenant par l'ARCOM, fonctionne au terme de la loi, la loi qui régule le secteur audiovisuel public, et que les procédures que vous avez engagées, comme la procédure que l'ARCOM a engagée pour renommer Delphine Ernotte pour un nouveau mandat récemment, sont clairement définies par la loi, et que j'indique à Monsieur le rapporteur qu'il y a une réforme de l'audiovisuel public qui est en cours, qui traite notamment de la nomination du président de la holding, et qui peut tout à fait rédiger des amendements s'il souhaite par exemple que la procédure soit ouverte. Aujourd'hui, la loi permet d'avoir des auditions à huis clos et permet d'avoir une procédure fermée, et qu'il peut tout à fait faire des amendements, comme nous l'avons fait d'ailleurs avec Madame Calvez, je crois, pour prévoir que les commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent se prononcer sur la nomination des dirigeants de l'audiovisuel public. Mais je le dis ici parce qu'on va auditionner beaucoup de représentants d'institutions, de dirigeants d'autorités publiques. Les législateurs, les députés que nous sommes ici, faisons la loi, et c'est nous qui fixons les règles de nomination dans l'audiovisuel public. Et donc cette procédure, je ne voudrais pas laisser entendre, et je ne dis pas que c'est ce que le rapporteur a souhaité faire, mais je ne voudrais pas que les Français qui nous écoutent aient le sentiment que vous n'avez pas respecté la loi. La loi vous autorise à mener des délibérations à huis clos, de ne pas révéler les candidats, de ne pas les auditionner publiquement, et que demain, en tout cas moi c'est la proposition que j'ai formulée, elle est publique et donc je l'ai dit, je pense que les commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat doivent se prononcer sur ces nominations, et c'est des évolutions que le législateur peut faire, et si le rapporteur souhaite nous accompagner dans ces réformes, il pourra tout à fait le faire. Monsieur le rapporteur, je vous laisse continuer. Merci Monsieur le Président.
Question importante, Monsieur le Président, vous vous y attendez, mais le jeudi 7 mars 2024, à l'Assemblée, dans le cadre d'une précédente commission, vous avez signalé que Monsieur Hollande, président de la République à l'époque, avait commis ce qui peut s'apparenter à des pressions à votre égard pour déstabiliser ou en tout cas évacuer des candidatures concurrentes de Delphine Ernotte en 2015. Vous avez expliqué que ces pressions ont eu lieu, alors là vous avez rajouté en propos liminaire, lors d'un entretien téléphonique. Je vous rappelle les propos que vous avez tenus. Je vous cite, « Je n'ai reçu, à une seule exception près, aucune tentative d'influence ou de pression de la part de François Hollande », ce qui revient à dire, à une seule exception près donc, que c'était bien une tentative d'influence ou de pression de sa part. Ce sont vos mots. Très solennellement, Monsieur le Président, les Français, à l'époque, vous payaient pour faire preuve de la plus grande imperméabilité à l'égard de pressions politiques, notamment émanant de l'Élysée ou du gouvernement. Vous reconnaissez quelques années après avoir subi ces pressions de la part du président de la République. Est-ce que vous les condamnez aujourd'hui devant la représentation nationale? D'abord, je croyais m'être expliqué très complètement sur cette question au mot près, monsieur le rapporteur. Je n'ai pas subi, je l'ai dit et je le répète, de pression de la part du président de la République. Comme j'étais interrogé sur les rapports que je pouvais avoir et qui avaient pu viser des personnalités de l'audiovisuel, j'ai mentionné cette communication téléphonique. Que le président de la République ait pu penser que ça pouvait exercer une influence sur ma détermination, je n'ai pas moi à en parler. Mais il n'y a pas eu une perméabilité, pour reprendre votre terme, parce que précisément je suis resté totalement imperméable. Je n'ai rien dit, je n'ai rien répliqué. Je me suis contenté d'entendre ce que le président de la République me disait, et j'ai bien pris garde à ne pas le communiquer précisément au collège, parce que je ne voulais pas que ce soit un élément d'information dans le débat qui était le nôtre. Au surplus, je répète qu'il n'y avait aucune concordance des temps entre le processus de désignation et cet échange téléphonique. Et j'ajoute qu'il me semble, dans le respect de mon indépendance et de mon impartialité, comme dans celui du collège, tout à fait normal et naturel qu'il puisse y avoir des échanges entre le président d'une haute autorité administrative indépendante, le président de la République, le ministre de la Culture et bien entendu le Parlement et en particulier ses commissions des affaires culturelles. Je pense qu'il n'y a rien qui ne soit problématique dans les rapports que l'on peut entretenir avec les pouvoirs publics, précisément parce que je les considère comme des pouvoirs publics et non pas comme des pouvoirs politiques. Merci, monsieur le rapporteur. Puis, quelques questions encore, puis je passerai la parole aux orateurs de groupe. Monsieur le Président, vous nous affirmez en commission d'enquête, après avoir prêté serment devant la représentation nationale, je vous cite ce que vous venez de dire, « Je n'ai pas subi de pression en parlant de cette conversation téléphonique avec François Hollande, qui était président de la République de l'époque. Pourtant, je rappelle vos propos, et je les cite, que vous avez tenus devant une autre commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Je vous cite, « Je n'ai reçu, à une seule exception près, aucune tentative d'influence ou de pression de la part de François Hollande. Je n'ai reçu, à une seule exception près, aucune tentative d'influence ou de pression de sa part. » Ce qui revient à dire que, à une exception, vous avez reçu une tentative d'influence ou de pression de la part de François Hollande. Pourquoi est-ce que vous nous affirmez sous serment que vous n'avez pas subi de pression, sachant qu'il y a quelques mois, devant la représentation nationale, vous avez avoué parfaitement l'inverse pour nommer Madame Ernotte? Je vais récuser à nouveau, monsieur le rapporteur, le terme avoué. Et j'ajoute que j'ai pu le considérer en effet comme une tentative d'influence, puisque le président de la République me donnait son avis personnel sur des personnalités. Mais je répète que cette influence, pour être corroborée par les faits, devait comporter un lien direct avec le processus d'élection et de désignation, et que ce lien n'existait pas. Bon, je peux énoncer des propos devant une commission d'enquête et confronter à une
polémique, laquelle s'est déroulée pendant quelques mois à la suite de mes déclarations, préciser mes dires. C'est ce que je viens de faire aujourd'hui. Il n'y a nulle contradiction, il n'y a qu'une précision. Merci. Juste, on fait référence, que je ne sais pas si tout le monde avait suivi, à une commission d'enquête qui a eu lieu il y a quelques mois dans cette même Assemblée nationale à laquelle vous aviez répondu. Le rapporteur était LFI, aujourd'hui il est UDR. Les questions ne changent pas, mais les réponses sont les mêmes. Mais la différence, c'est que, Monsieur le Président, je cite strictement vos propos. Vous ne pouvez pas m'accuser de malhonnêteté. Vos propos, c'était « Je n'ai reçu à une seule exception près aucune tentative d'influence ou de pression de sa part ». Vous évoquez une seule exception, une exception donc de François Hollande, d'influence ou de pression de sa part. Je ne comprends pas pourquoi, sous serment, devant la représentation nationale, vous persistez à dire qu'il n'y a pas eu de pression ou d'influence de la part de François Hollande, parce que c'est prétendument l'inverse que vous avez clamé devant la représentation nationale il y a quelques mois. Donc à nouveau, je m'étonne de votre part d'une telle contradiction, mais les Français seront juges et je sens que plus j'insisterai sur ce point, moins j'obtiendrai de réponses. Donc dans le peu de temps qu'il nous reste, je vais passer à un autre sujet. Monsieur Schrammeck vous a répondu. Parce qu'il faut aller au bout de votre réponse. Il faut être précis. Le rapporteur a une réponse. Je crois que vous avez nié une pression politique. Vous avez convenu avoir des échanges et il vous a partagé son avis ou son opinion. Précisez, il faut qu'il y ait une réponse. Très bien. Donc, pas de pression politique. Vous avez échangé des opinions et un échange de vues, comme on pourrait le qualifier. Voilà. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Madame Mariani Ducré, dans un article de Mediapart, qui est d'ailleurs l'un des seuls médias à avoir détaillé précisément les conditions de désignation, de nomination de Madame Ernotte en 2015, Mediapart affirme que vous aviez voté d'abord pour Monsieur Fimelin, puis pour Pascal Joseph, puis ensuite que Monsieur Schrammeck vous aurait convaincu de voter pour Madame Ernotte, ce qui a fait basculer le vote, puisqu'il y avait une égalité stricte à l'avant-dernier tour, et c'est votre vote qui aurait fait basculer l'issue alors que vous n'aviez pas voté pour elle à l'avant-dernier tour. Est-ce que vous pourriez vous expliquer devant nous, s'il vous plaît ? Le secret des délibérations me semble s'imposer. Je ne peux guère aller plus loin, je pense, monsieur le rapporteur. Micro. Vous conviendrez que, à une telle question, une absence de réponse va me laisser et nous laisser et laisser l'ensemble des personnes qui nous écoutent sur leur faim. Et on est 10 ans après. Je pense que vous pouvez faire preuve de recul. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez changé votre vote en dernier tour ? Est-ce que ce que nous indique Mediapart, comme quoi Monsieur Schrammeck vous aurez plus qu'indiqué ou incité à changer votre voix, est-ce que c'est exact ? En tout cas, je pense que vous conviendrez qu'il y a eu une égalité dans l'avant-dernier tour et que votre voix a fait basculer en faveur de Madame Ernotte au dernier tour. J'aimerais simplement en connaître la raison et s'il y a eu d'éventuelles incitations qui vous ont poussé à changer votre vote en dernier tour. Monsieur le rapporteur, je ne crois pas avoir été interrogé par Mediapart et de toute façon, j'aurais répondu que le secret des délibérations s'imposait. Il est exact que une audition supplémentaire a été décidée par le collège pour 2 candidats qui avaient besoin d'être départagés, puisque, comme l'a rappelé Monsieur le Président Schrammeck, la composition du Conseil à l'époque était de 8 sans voix prépondérante. Donc s'il y avait un partagé voix, il fallait trouver le moyen de progresser dans la délibération pour déboucher sur une nomination effective. Donc le fait que 2 candidats restant en lice en quelque sorte aient été réauditionnés et que le collège ait débattu ensuite a fait nécessairement qu'une majorité a pu s'égager alors qu'il n'y en avait pas auparavant. Je ne peux, je crois, guère aller plus loin si je souhaite m'en tenir aux principes qui régissent et qui doivent régir le fonctionnement du collège. Et encore une fois, je ne crois pas avoir vu de journalistes de Mediapart à l'époque. Donc pour résumer, 33 candidats, 7 personnes auditionnées
plusieurs tours de scrutin. À la fin, 2 personnes que vous auditionnez une nouvelle fois et ensuite un vote final. Je crois qu'on a eu les réponses. Monsieur le rapporteur, encore 2 questions, puis ensuite je donne la parole aux orateurs de groupe. Et si Madame Calves et Madame Sicard me le permettent, je commencerai par Monsieur Balanant parce qu'il voulait faire un petit propos complémentaire suite à nos échanges. Monsieur le rapporteur, encore 2 questions. Et je passe la parole à Monsieur Balanant, Madame Calves et Madame Soudet. Merci, Monsieur le Président. Toujours selon ces mêmes journalistes, et c'est étant donné que le processus de sélection était à huis clos et que ni les Français ni la représentation nationale n'avons eu accès à ce mode de désignation, ça me permet de vous poser des questions pour lesquelles j'espérais plus de réponses, en tout cas d'être un peu plus loquace. Selon ces journalistes qui ont enquêté sur le sujet, il rapporte que M. Schrammeck aurait, dans son discours introductif, sous-entendu qu'il valait mieux écarter certaines candidatures, celle de M. Hoc, celle de Mme Saragosse, pourquoi pas d'ailleurs pour favoriser la candidature de Mme Ernotte. Madame Mariani Ducré, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu d'éventuelles incitations, directes ou indirectes, à favoriser la candidature de Delphine Ernotte au premier, au deuxième ou au dernier tour? Et autre question, parce que ça a aussi été largement débattu, est-ce que le vice-président du Conseil d'État de l'époque, M. Jean-Marc Sauvé, est intervenu d'une quelconque façon, directement ou indirectement, pour donner son avis? Je ne parlerai pas de pression, forcément, mais simplement pour conseiller la candidature de Mme Ernotte. Monsieur le rapporteur, pour répondre à votre question sur ce dernier point, c'est une affabulation totale. Si vous pouvez un peu plus détailler, pardon, mais ça fait 2-3 questions que je vous pose et vous apportez quand même des réponses de quelques mots seulement. Si vous pouvez nous les détailler un peu plus, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je ne peux pas dire qu'une intervention a eu lieu alors qu'elle n'a pas eu lieu. Monsieur le rapporteur, comme j'ai dit à Monsieur Caron hier, c'est pas parce que les réponses de nos personnes désignées ne vous satisfont pas que ce ne sont pas les réponses que les personnes que nous étions vous font. Donc vous posez des questions, vous faites des réponses. Si elles ne vous conviennent pas, elles ne vous conviennent pas, mais c'est des réponses. Voilà. Par ailleurs, vous mentionnez beaucoup de propos issus d'articles de presse, de certains médias ou de réseaux sociaux. Bon, madame, de médias, bon, en l'occurrence de médias, de journalistes. Madame vient de les nier, ou en tout cas de dire que c'est des allégations. Voilà, c'est la réponse. Je pense qu'on peut avancer. Est-ce que vous avez une dernière question, monsieur le rapporteur? Une toute dernière question, et je vous invite vraiment à ne pas me faire les mêmes réponses que vous avez pu faire au début, c'est-à-dire ça ne nous concerne plus, nous ne sommes plus en poste, donc on ne peut plus donner de regard. Quand on voit les promesses que Mme Ernotte avait pu faire pour que vous la désigniez en 2015, celle de mettre en place une comptabilité analytique, celle de rajeunir l'audience de France Télévisions, celle d'accélérer la transformation numérique, celle de favoriser le dialogue social et un climat social apaisé. Je pense que sur ces 4 promesses majeures qu'elle a pu faire, qui ont justifié, même si vous ne nous l'avez pas dit, mais ça figure dans votre rapport, qui ont justifié sa nomination, qui 10 ans après se révèlent être des échecs. Pour ceux que je vous explique, elle les a pour certains reconnus hier. Est-ce que, à la lumière de ces échecs, 10 ans après, vous considérez que si vous étiez en poste à l'Arcom aujourd'hui, vous n'auriez pas renouvelé Delphine Ernotte pour un 3e mandat? Quel est votre avis personnel? Je pense qu'avec votre spécialité, votre compétence, votre expertise, ça peut éclairer nombre de Français. Et s'il vous plaît, ne vous réfugiez pas derrière l'argument de « nous ne sommes plus en place, on ne peut pas donner notre avis ». Monsieur le rapporteur, on ne va pas supplier les personnes qu'on auditionne, on ne les incite pas non plus à répondre d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez poser toutes les questions, on a devant nous des personnes qui ont servi l'État toute leur vie. Ça ne les empêche pas de répondre à toutes nos questions, de le faire en transparence, d'aller au bout des sujets. Mais je pense que chacun a sa place. Alors, Monsieur le Président, si Paris était en bouteille, voilà, si vous étiez président de l'Arcom, vous, président de l'Arcom, est-ce que vous nommez une nouvelle fois Madame Ernotte, si c'est la question du rapporteur? Votre micro, Monsieur le Président. Invité à une uchronie, ce à quoi se livrent un certain nombre de romanciers. Mais ce n'est pas mon rôle en tant qu'ancien responsable et effectivement haut fonctionnaire. Puisque vous souhaitez projeter mon regard en avant, et
J'ai entendu les réponses de Madame Ernotte sur les différentes critiques dont vous vous êtes fait l'écho, y compris en commençant par la comptabilité analytique d'exploitation hier. Il en a été longuement débattu. Je vous dirais seulement que si je projette mon regard vers la période qui a suivi mon mandat, je noterai que Madame Ernotte a été réélue 2 fois par 2 collèges différents sous la présidence de 2 présidents différents. Voilà les faits tels qu'ils s'imposent à mon esprit. Mais je n'ai pas à me prononcer en leur lieu. Merci, monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Madame Calves. Attends, Monsieur le Président, simplement, je constate une chose et j'en suis très frustré. Et c'est la première audition pour laquelle ça se produit. Monsieur le Président, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour votre profil, votre parcours, vous n'avez répondu quasiment à aucune des questions que je vous ai posées. Quasiment aucune. Même cette dernière, vous n'avez pas répondu à la question. Je vous avoue que j'en suis très frustré et je pense que ceux qui nous écoutent, qui montrent beaucoup d'intérêt, notamment pour la procédure de nomination, de désignation de la présidence de France Télévisions, n'auront aucune réponse alors qu'ils nous regardent depuis un peu plus d'1 heure. Donc je le regrette et j'espère que les questions de mes collègues pourront nous éclairer davantage et que vos réponses nous éclaireront encore davantage. Monsieur le rapporteur, avec tout le respect que je vous dois, malheureusement, cette commission d'enquête n'est pas là pour répondre à vos frustrations. Monsieur le Président, avec vos questions, oui, mais pas vos frustrations. Monsieur le Président et même les conseillers vous ont répondu. Chacun se fera un avis. Je ne peux pas laisser dire ici qu'ils ne vous ont pas répondu. Dans la vie, ce qui compte quand on interroge des personnes, c'est pas d'obtenir les réponses que l'on souhaite. Alors peut-être que les réponses ne vous satisfont pas, mais moi je crois qu'il y a eu des réponses. Monsieur le Président vous a qualifié les échanges qu'il y a eu avec le président Hollande. Pas anodin. Je ne qualifie pas, je ne donne pas mon avis, mais vous avez, Monsieur le Président, qualifié des échanges que vous avez eus avec le président Hollande. Vous en avez même défini la nature. Je pense que c'est une réponse. Voilà. Maintenant, chacun ensuite peut commenter cette réponse. Mais je ne veux pas laisser dire, Monsieur le rapporteur, que les personnes qui se présentent devant nous cet après-midi n'ont pas formulé de réponse. Maintenant, il y a des questions complémentaires, ça permettra d'avoir des réponses complémentaires. Je commence par Monsieur Balanant. Madame Sicard, vous voulez parler au nom du Rassemblement national? Non. Monsieur Balanant, je vous en prie. Oui, c'est juste avant de poser ma question qui pourra venir après, répondre à Monsieur Alonc sur ces accusations. Et je vais être très rapide parce que je crois que ça n'intéresse personne en fait. Monsieur Alonc, vous nous accusez, moi et puis d'autres, parce que vous le ferez à d'autres moments, de non-professionnalisme. Monsieur Alonc, profitez pas de votre poste de rapporteur pour... je suis parlementaire comme vous, et je suis parlementaire depuis maintenant 8 ans. J'ai mené 2 commissions d'enquête, je sais comment ça fonctionne, et je sais que les pouvoirs d'un rapporteur ou d'un président sont énormes. Donc n'en abusez pas, restez dans le cadre déontologique de notre Assemblée nationale, ça nous ferait du bien. Et vous nous accusez de professionnalisme. Moi, j'ai entendu beaucoup de réponses. Et si vous, de votre côté, vous aviez fait un peu plus d'analyse du droit et de la façon dont sont nommés les membres du Conseil, vous comprendriez qu'ils sont tout à fait dans leur posture. Et ça me permet d'enchaîner sur, non pas ma question, mais un certain nombre de propos. On entend parler de pression, mais Monsieur Schramek, excusez-moi, dans sa nomination, tout est dit. Il est nommé d'une certaine façon, il y a des obligations, il y a un certain nombre de droits de réserve, et il y a même des droits de déport. Et aujourd'hui, les membres de l'Arcom actuels ne pourront pas, par exemple, quand ils seront plus membres du collège, exercer dans ces professions, je crois que c'est 9 ans. C'est bien 9 ans 3 ans minimum. Attendez, monsieur le Président, Voilà. Monsieur le Président Schramek, pardon, quand vous parlez hors micro, on ne vous entend pas, donc on va laisser Monsieur Balanant poser sa question et vous répondrez après. Sinon Juste Monsieur Alonc, et peut-être pour tous les gens qui nous regardent, parce que vous dites qu'il y a des gens qui regardent, vous, effectivement, on voit, vous tweetez en direct. C'est pas vous, on a bien compris, vous avez des collaborateurs pour ça, mais moi je considère, et je saisirai la présidente, je considère que la présidente de l'Assemblée, je considère que vous sortez du cadre déontologique. On n'est pas on ne tweete pas en direct quand on est. On ne tweete pas quand on. La liberté d'expression, monsieur. Monsieur, je peux finir. Vous m'avez mis en cause. Moi, je rappelle. Monsieur Balanant, Monsieur Alonc, soit je suspends l'audition. Non, je pense que ça serait frustrant pour tout. Ça serait frustrant. Monsieur le rapporteur.
Bon, C'est des mises en cause monsieur le Il n'y rapporteur. a aucun rapport avec finir. l'audition, Monsieur le rapporteur, monsieur Balanant, essayez de ne pas mettre en cause monsieur Allonque. Monsieur le rapporteur, entendez qu'effectivement le fait qu'en temps réel tout soit posté sur les réseaux sociaux, que ça puisse interpeller mais admettez, c'est pas moi admettez que certains députés interrogent cela. Voilà, admettez cela. C'est chacun a un avis sur le sujet. Vous avez parfaitement le droit de le faire. Personne ne vous en empêche. Monsieur Balanant peut s'en émouvoir et c'est son droit. Et ça n'empêche pas maintenant d'avancer dans cette audition. Voilà. Est-ce que vous pouvez poser des questions maintenant, monsieur Balanant, à monsieur Schramek? Je vais juste conclure. je conclus. Je vais juste conclure. Mon visiblement non-professionnalisme est inversement proportionnel à votre capacité à ne pas garder votre calme, monsieur Allonque. Donc on va essayer de continuer. Moi, je ne vous mets pas en cause. Je vous mets pas en cause. Je vous mets pas en cause personnellement, monsieur Allonque. Vous m'avez mis en cause personnellement en disant que je n'étais pas professionnel. Merci. Moi, c'est vos méthodes que je mets en cause. Monsieur Balanant. Et on en reparlera Merci, un peu plus tard. Merci. Merci, monsieur Balanant. Madame Calves, est-ce que vous avez des questions à poser aux personnes auditionnées? Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez couper votre micro, monsieur Oui, Schramek? bien sûr. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président Schramek et Mesdames les conseillères. Nous nous attachons ici dans cette commission à interroger la neutralité, le fonctionnement, les financements de l'audiovisuel public. Je tenais à rappeler quel était le cadre de ces échanges. Dans quelle mesure l'audiovisuel public doit-il ou peut-il se distinguer de l'audiovisuel privé ? Par quels éléments, en termes de contenu, d'éditorialisation, de financement, de ressources publicitaires, de choix de création, de diffusion, peut ou doit-il le faire? Pendant l'exercice de vos mandats, comment, d'après vous, l'audiovisuel public, qu'il soit télévisuel, radiophonique ou numérique, a-t-il pu alléger ou rendre plus puissants ces éléments de distinction? Et j'ouvrirai, même si vous n'êtes plus en fonction, à votre appréciation de ce qu'il en est aujourd'hui le cas. Je vous remercie. Merci Madame Calvez d'être revenue sur le sujet. Madame Soudet pour le groupe La France Insoumise. Madame Med, vous souhaiterez prendre la parole? Non. Très bien. Merci Monsieur le Président. Monsieur Schramek, quelle que soit la manière dont Madame Ernotte a pu être nommée, toujours est-il que j'aimerais quand même avoir votre avis de juriste sur des propos qu'elle a tenus. Parce qu'elle considère que le cadre législatif devrait évoluer. Actuellement, les chaînes de télévision ne peuvent pas être des médias d'opinion, ça c'est la théorie. Bon, dans les faits, il en existe, CNews par exemple. Et elle dit qu'en fait, il faudrait... Finalement, peut-être qu'il faudrait faire évoluer ce cadre législatif pour faire en sorte que les chaînes de télé, justement, puissent donc devenir des médias d'opinion. Et donc, finalement, ça consisterait à légaliser un état de fait. Ce sera un cadeau pour CNews qui propage sans cesse des idées d'extrême droite et même des idées extrêmement dangereuses pour la sécurité de personnes, comme ça a été le cas récemment avec Rachel Kahn, qui a tenu des propos mettant en danger clairement Jean-Luc Mélenchon en lui prêtant des choses absolument épouvantables, comme le fait de vouloir exterminer les Juifs de la surface de la planète. Considérez-vous, en tant que juriste, qu'une éventuelle évolution en ce sens serait une bonne chose? Par ailleurs, Madame Ernotte a fortement dégradé France Télévisions depuis ces dernières années. Et puis alors là, en ce moment, c'est une semaine, une dinguerie, grosso modo. Hein. On a un sondage truqué, on a une analyse absolument lunaire de l'audition de Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, avec... Sur le plateau uniquement des personnes qui sont anti-LFI, donc en termes de pluralisme, on aura vu mieux. Je pense aux propos islamophobes de Nathalie Saint-Cric aussi. Je pense à la multiplication des fake news de Madame Bouillaguet, etc. Est-ce que vous êtes finalement satisfait d'avoir nommé Madame Ernotte en 2015 ? Voilà. Madame Soudet, on reconnaît là votre nuance dans vos propos et votre modération. Monsieur Schramek, si vous voulez répondre aux questions des différents députés qui se sont exprimés. Je vous laisse le micro. C'est une question extrêmement importante, me semble-t-il, parce que il faut bien voir que, sur le plan juridique, je crois avoir répondu sur les dispositions qui sont applicables, mais il faut bien voir que la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en particulier dans son article 44.8, si je me souviens bien, est énumératrice de missions considérables qui sont propres au secteur public audiovisuel. Alors, il en est certaines qui déterminent complètement notre mentalité de citoyen, la lutte contre les discriminations, la lutte pour la diversité sociale et culturelle,
la lutte pour les droits des femmes, dans lesquelles en particulier ma collègue Sylvie Pierre-Brossolette s'est illustrée par un travail acharné. Mais il faut noter qu'il en existe beaucoup d'autres et que, d'après les prescriptions du législateur dans le chapitre relatif au secteur public de la communication audiovisuelle, ce secteur, il est aussi responsable de missions relatives à la santé, à l'information, au développement durable, à la promotion de la langue française, mais aussi, le cas échéant, à la promotion des langues régionales. Il est responsable aussi de l'accès des médias, et c'est bien normal, à tous les publics qui peuvent être handicapés. Il est responsable de la diversité, de la création culturelle et artistique. Je pourrais être très long dans cette énumération. Et donc, je me permets d'insister sur le fait que ces missions ont paru revêtir au législateur une très grande importance et que donc il est essentiel que le secteur public ait les moyens de les remplir. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises, et dès une délibération de 2013, nous avons insisté sur la nécessité d'un financement suffisant, stable et prévisible. Allez-y, monsieur le Je président. réponds à la deuxième question que vous m'avez posée, madame la Soudet. députée. Là, vous me posez la question comme juriste et comme citoyen et pas comme ancien président du CSA. Pourquoi? Parce que la loi est tout à fait claire. La loi impose les mêmes règles fondamentales d'honnêteté, de rigueur, d'impartialité, de pluralisme au secteur privé, en particulier au secteur privé hertzien, qu'au secteur public. Et c'est ce qu'on appelle, et on l'enseigne dans toutes les universités juridiques, la coexistence du pluralisme externe, c'est-à-dire la multiplicité des chaînes, et l'exigence du pluralisme interne. Si le législateur estime que ce pluralisme interne n'a plus, en tout cas selon les mêmes modalités, à être respecté, nonobstant les circonstances dans lesquelles les chaînes hertziennes sont allouées gratuitement aux services correspondants, c'est sa responsabilité que je respecterai, bien entendu. Mais si vous me demandez une préconisation, ce n'est pas la mienne. Merci. Je me permets de dire, Mme Soudet, que je ne peux pas, dans une commission d'enquête filmée, laisser une journaliste salariée du service public se faire qualifier d'islamophobe. Mme Nathalie Saint-Cric a d'ailleurs explicité son propos en disant, et je la cite pour que ce soit clair, et je ne me fais pas ici son porte-voix, j'indique que le rôle du président de cette commission d'enquête, c'est que les Français qui nous écoutent puissent avoir l'ensemble des éléments. Et donc, pour être précis, moi, je vous dis ce que je pense comme président. Je pense que qualifier d'islamophobe une journaliste salariée du public, c'est pas adapté. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Je précise juste que Mme Saint-Cric a déclaré que ses propos tronqués, s'ils avaient pu heurter, elle s'en excusait, et que par ailleurs, la France Insoumise a saisi de l'ARCOM, et que donc l'ARCOM vous répondra le moment venu, ce qui me permet de donner la parole à Monsieur Saint-Toul pour 1 minute. Monsieur Saint-Toul, c'était quoi la deuxième question? Ah, bah c'était un peu la même question que le rapporteur. Peut-être si vous voulez apporter des éléments complémentaires à Madame Soudet. Bon, voilà. Je précise que c'est pas Monsieur Schrammeck, mais je pense que les personnes qui nous regardent l'ont compris, qui a renouvelé le mandat récemment de Madame Ernotte. Monsieur Saint-Toul. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Schrammeck, merci Mesdames également de votre contribution à nos échanges. D'abord, je profite de la circonstance peut-être pour vous demander, Monsieur le Président, si nous aurons la chance d'entendre les auteurs du rapport qui a été cité par notre rapporteur sur les conditions sociales qui a été commandé par le CSE. Nous en avons fait la demande et je pense que ce serait précieux. Je suggère aussi peut-être rapidement à notre rapporteur qui a posé une question intéressante sur les archives de l'ARCOM, d'éventuellement solliciter les archives de l'ARCOM s'il veut avoir les enregistrements des auditions. Ce qui me permet, parce que chacun ici déclare les intérêts qu'il a eus, je pense que c'est bien de rappeler que vous avez été... Oui, alors effectivement, je ne pense pas que ce soit un intérêt en particulier, mais c'était une responsabilité. J'ai été rapporteur et dans une commission d'enquête sur
l'attribution des autorisations de diffuser sur la TNT. Et dans ce cadre-là, j'avais déjà eu le plaisir de vous entendre pour la plupart, en tout cas Madame Brossolette, Sylvie Pierre Brossolette et Monsieur Olivier Schrammeck. Et d'ailleurs, j'avais fait exception en disant, en vous entendant, quel plaisir j'avais eu à vous entendre, que j'avais considéré que vous aviez livré une performance intellectuelle devant nous, ce qui n'était évidemment pas le cas de la plupart des auditionnés à cette occasion. Néanmoins, je profite donc du temps de parole que vous me donnez pour revenir sur deux choses. Monsieur Hajdari a affirmé que l'ARCOM ne s'auto-saisit pas. Ce n'est pas vrai, mais j'aimerais que vous le confirmiez en tant que juriste et évidemment ancien président de l'ARCOM. Et j'aimerais savoir si, de votre point de vue, vous considérez que l'ARCOM, l'ancien CSA, mais l'ARCOM en réalité, dispose des prérogatives suffisantes au terme de la loi pour accomplir les missions qui lui sont données, et notamment au titre de ce que le Conseil d'État a décidé, ou en tout cas sa jurisprudence renouvelée en février 2024, sur le respect du pluralisme, mais aussi, et je dirais presque surtout, sur le respect de l'indépendance. Parce que, en tant que rapporteur, il m'est arrivé, j'ai eu la possibilité, par exemple, d'obtenir des documents internes de CNews qui montraient une véritable culture de la transgression. C'était le cas des mails qui avaient été échangés au sujet d'une émission qui a fait l'objet d'une sanction sur l'avortement. Et donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'ARCOM n'avait pas ce genre de moyens pour apprécier s'il y avait en interne une forme d'immixtion de l'actionnaire dans la vie éditoriale. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce point. Merci. Merci, monsieur Saint-Toul. Donc, il y a plusieurs questions dans votre question, monsieur le député. Alors, sur la question de la saisine, je vais vous parler en toute transparence. Nous avons toujours, au CSA, considéré que la loi nous confiait un rôle d'autosaisine. J'ai entendu en effet mon successeur sur ce point. D'après les informations que j'ai pu collecter, puisque je m'étais interrogé sur ce point, il semble que depuis, le collège de l'ARCOM a adopté une doctrine selon laquelle il n'examinait que les saisines dont il était saisi. J'ajoute sur ce point que nous avions nous-mêmes attaché une très grande importance aux saisines, dont le nombre s'était considérablement développé. Nous avions même mis sur Internet un formulaire qui permettait de faciliter ces saisines, et il nous semblait que c'était une forme de régulation participative, selon nos termes un peu complexes, je le reconnais, mais qui répondent à une question de bon sens sur laquelle vous m'avez interrogé précisément, à savoir que le CSA n'a pas les moyens par lui-même d'exercer convenablement les fonctions que le législateur lui confie. Alors pourquoi ? Essentiellement pour deux types de considérations. La première considération, c'est une considération de moyens. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de dire que, quel que soit le professionnalisme de la direction des programmes à l'époque du Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous n'avions pu dégager que des moyens permettant d'employer une douzaine de personnes, dont d'ailleurs plusieurs vacataires, pour observer l'ensemble des programmes de toutes les chaînes, les jours ouvrables comme les jours fériés, à n'importe quelles heures, et que sur cette base-là, et faute d'un observatoire véritable doté des moyens correspondants, nous n'étions pas en mesure d'exercer nous-mêmes de façon convenable l'autosaisine. Ce qui peut aider à comprendre peut-être l'évolution de la doctrine du CSA. Il y a d'autres problèmes, cette fois juridiques, que rencontre le CSA. En effet, il est à sa demande destinataire de documents qui lui sont transmis par les chaînes, mais il est dépendant de ces documents. Il n'a aucun pouvoir d'injonction, ni de mesures conservatoires ou compensatoires. Il n'a aucun pouvoir, je parle du CSA, d'investigation sur pièce et sur place, ce qu'il fait qu'il ne peut entendre que ce qu'on lui dit. Merci. J'ai deux questions pour ma part. On a beaucoup
évoqué les règles au terme de la loi de 1986 qui s'appliquent à l'audiovisuel public comme privé, avec une exigence supplémentaire pour l'audiovisuel public de pluralisme, d'impartialité. L'ARCOM a confié à M. Lasserre une mission sur, j'allais dire, ces exigences de pluralisme, d'impartialité. Vous étiez saisi à votre époque, comme président du CSA, de situations parfois litigieuses, d'incidents. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la loi de 1986 est suffisamment claire, explicite, ou est-ce qu'il faut renforcer ces critères, peut-être mieux les expliciter, de pluralisme, d'impartialité, d'honnêteté de l'information? On voit effectivement que les incidents se multiplient dans l'audiovisuel public comme privé d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez que notre arsenal législatif est suffisamment solide et fort pour répondre à une polarisation médiatique? Et ma deuxième question, c'est sur la gouvernance. On sait que les débats aujourd'hui sont nombreux. Je le dis par transparence, je le redis, j'étais rapporteur de la loi qui portait création de la holding de l'audiovisuel public. Mais quel est votre regard aujourd'hui sur l'organisation de l'audiovisuel public? Est-ce que vous considérez que le statu quo est acceptable? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire évoluer la gouvernance? Est-ce que la holding vous paraît être le bon outil, ou est-ce que vous pensez même qu'il faudrait aller jusqu'à une fusion des acteurs de l'audiovisuel public? Et je vous indique que je ne vous interroge pas comme ancien président du CSA, mais c'est plutôt votre regard forgé au gré de vos expériences professionnelles, à la fois politiques et puis comme conseiller d'État, que je vous interroge pour vous permettre peut-être d'avoir un regard plus large sur ces questions-là, à l'heure où la polarisation médiatique grandit dans le pays. Et cette question, je me permets d'y associer mesdames les conseillères, les anciennes conseillères, si vous souhaitez aussi y répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Sur ce qui concerne les possibilités d'action du Conseil supérieur de l'audiovisuel, je dirais qu'il y a à la fois à nouveau un problème de moyens et un problème juridique de fonctionnement de l'échelle des sanctions. Le problème de moyens, je n'y reviens pas, mais c'est que, je ne vais pas parler trop longuement, mais c'est qu'effectivement, l'observation du monde de l'audiovisuel, qui maintenant est fort heureusement étendue au monde du numérique dans une certaine mesure, et j'espère dans une mesure de plus en plus large, car je rappelle que les deux objectifs que je m'étais fixés comme président du CSA, c'était d'abord d'obtenir des formes de régulation du numérique et d'autre part de favoriser une coopération européenne en ce domaine face aux grandes plateformes américaines, ce qui a donné lieu à la directive sur les médias audiovisuels de 2018 et à une lutte un peu moins inégale avec les grandes plateformes états-uniennes. S'agissant du processus de sanction, j'ai été conduit moi-même la première année de mon exercice à le faire changer parce que nous n'avions plus de pouvoir disciplinaire. J'avais employé l'expression de pouvoir édenté, car nous n'avions pas dans la législation de respect de la distinction entre d'une part les pouvoirs d'instruction et de poursuite et d'autre part les pouvoirs de sanction. C'est donc la loi du 15 novembre 2013 qui a rétabli une situation qui nous permettait effectivement de sanctionner. Mais reste que la sissiparité qui en résulte entre le collège lui-même et un rapporteur public indépendant qui travaille en pleine autonomie avec les moyens qui lui sont conférés en toute indépendance, fait que la procédure est longue et qu'elle s'apparente souvent un peu trop à une procédure quasi juridictionnelle. Et donc il y a un problème de réactivité dans le temps. À l'époque du CSA, je n'ai pas de raison de penser que le problème se présente différemment en ce qui concerne l'ARCOM. Alors maintenant, je vais répondre avec les précautions que vous avez vous-même énoncées, Monsieur le Président, et je vous en remercie, à la question que vous me posez. Je pense qu'un mécanisme d'audiovisuel unique qui peut se réclamer d'une plus grande puissance par rapport aux interlocuteurs
que nous trouvons en particulier au-delà de l'Atlantique et dans le monde numérique peut se réclamer de raisons puissantes. Ce n'est pas une garantie à soi seul, puisqu'on voit bien, par exemple, cette fois outre-Manche, que des problèmes surgissent et que d'ailleurs l'organisme régulateur correspondant qui est l'Ofcom, comme vous le savez, a eu plusieurs occasions d'intervenir à cet égard. Il a été, vous le rappelez, Monsieur le Président, envisagé une étape intermédiaire sous la forme d'un holding audiovisuel. Je pense que toutes les formes de gouvernance sont parfaitement défendables à condition d'y consacrer les moyens humains et financiers nécessaires. Je ne ferai qu'une seule réserve, je me permettrai une seule réserve, Monsieur le Président, qui est inspirée pour le coup par mon expérience, c'est que dans les réformes administratives qui ont pu m'être partiellement ou entièrement confiées, j'ai rencontré toujours deux obstacles majeurs. Le premier obstacle, c'est celui des réformes d'organigramme. Rien n'est plus coûteux qu'une réforme d'organigramme. Et rien n'est plus coûteux aussi qu'une uniformisation des situations parce qu'elle se fait le plus souvent, vous ne l'ignorez pas, par le haut. Et la seconde réserve, ce sont les difficultés de personnes. Je crois qu'il faut vraiment veiller à ce que les responsabilités de chacun, qu'il se trouve dans l'hypothèse d'un holding à la tête du holding et celle des personnes qui se trouvent à la tête des éditeurs eux-mêmes, soient véritablement clairement formulées. Faute de quoi, la confusion peut conduire à l'irresponsabilité. Merci, Monsieur le Président. Vous vouliez compléter, Mesdames les conseillères, sur la... Voilà, que le Président garde son autorité, même des années après. Monsieur Balanant, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. On touche là un sujet qui me semble être extrêmement important et qui nous permet un peu, au moins, d'avancer sur le fond. Vous avez parlé des moyens. On sait que ce qui est devenu le CSA, l'ARCOM aujourd'hui, a des compétences supplémentaires encore. Par exemple, c'est le régulateur, enfin non pas le régulateur du numérique, mais c'est le référent du numérique dans le cadre des lois européennes qui régulent les réseaux en partie, qui régulent les plateformes et qui régulent l'espace numérique. Aujourd'hui, le CSA et l'ARCOM ont un rôle de régulateur. La question qui est peut-être une question justement aux législateurs que nous sommes, c'est comment ou pas d'ailleurs, parce que c'est une question philosophique qui n'est pas inintéressante, comment on joue sur la question entre la régulation et la juridiction. Qui doit être le juge? Est-ce qu'on peut imaginer que sur certaines questions, l'ARCOM est un pouvoir de jugement, ou est-ce qu'il ne le faut surtout pas, parce que c'est voilà, c'est une question de philosophie politique et de notre état de droit. Comment on articule ça? Moi, j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus, au vu de votre expérience et de comment dire, de votre passé et de votre présent de fin connaisseur du droit de l'audiovisuel. Merci, Monsieur le député. Je vais partir d'ailleurs pour répondre à votre question de ce qui n'a pas encore été évoqué, c'est-à-dire l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État en 2024, confirmée en 2025, parce que justement, la problématique de cette jurisprudence est complètement dans l'axe de votre interrogation, à savoir, le juge doit intervenir en cas de disproportion manifeste et durable, sans exiger de mesures pointillistes ou discriminatoires que pourrait entraîner, par exemple, le catalogage de telle ou telle personnalité. Et ça s'exprime en contentieux administratif par ce qu'on appelle, pardonnez-moi cette précision technique, la censure de l'erreur manifeste d'appréciation seulement. Et je pense que dans cette notion d'erreur manifeste d'appréciation, seule contrôlable par le juge, il y a toute la différence que vous relevez entre la régulation et la juridictionnalisation.
La régulation, c'est ce qui permet de répondre à des situations précises et concrètes par des règles de comportement qui sont inspirées autant par le droit que par la déontologie. C'est ce qui permet d'assurer véritablement un suivi des comportements collectifs ou individuels qui n'empiètent pas sur l'exercice juridictionnel. C'est très important de le permettre, c'est pour ça que nous avons développé la co-régulation, c'est-à-dire les labels, les chartes qui nous permettent de nous associer à des organismes pour respecter les missions que je mentionnais tout à l'heure, très nombreuses précisées par la loi, ou même ce que nous appelions aussi la suprarégulation, c'est-à-dire de vérifier que des acteurs qui étaient chargés de tâches de régulation, par exemple dans le monde numérique, les respectaient bien conformément à la loi. Mais on ne pourrait pas concevoir une situation dans laquelle le juge serait conduit à intervenir à chaque moment pour chaque situation donnée. Il est donc important qu'il y ait un régulateur susceptible d'appliquer ce qu'on appelle souvent le droit souple, c'est-à-dire le droit adapté aux circonstances concrètes. Une fois ce droit contesté, le juge doit déterminer si la loi et le règlement ont été effectivement respectés. Merci, Monsieur Saint-Toul. Je crois que vous voulez apporter un complément. On sent que le rôle de rapporteur vous manque, Monsieur Saint-Toul. Effectivement, je suis très frustré, je ne vous le cache pas. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous donner l'occasion de poursuivre sur ce raisonnement. Et pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, je vais vous présenter une situation qui est de pure hypothèse. Imaginons que l'Arcom ait mis en garde une chaîne en juillet 2024 pour un manquement à certaines de ses obligations. Et que, depuis lors, elle n'ait, l'Arcom, jamais réexaminé si la chaîne avait retrouvé ou s'était mis à respecter à nouveau ses obligations. Est-ce que vous considéreriez qu'il y aurait une forme, disons, au moins de négligence de la part de l'Arcom à ne pas se repencher plus d'un an après cette mise en garde sur ce sujet spécifiquement? Je dois reconnaître, monsieur le député, que le législateur n'a pas prévu cette responsabilité de suivi et que le CSA, et je pense que c'est la même chose pour l'Arcom, ne peut réintervenir que si un fait nouveau intervient qui le conduit soit à renouveler sa mise en garde, soit à la transformer en mise en demeure, et même chose d'ailleurs pour faire suivre une mise en demeure d'une sanction. D'où la longueur du processus et la situation réceptrice, et non pas actrice, du CSA et sans doute de l'Arcom aujourd'hui. C'est donc votre question me semble soulever une problématique susceptible de nourrir la réflexion du Parlement à ce sujet. Merci beaucoup. Une dernière remarque, Monsieur Saint-Toul, mais vous n'êtes plus rapporteur, donc voilà. Mais comme notre rapporteur a l'air de vouloir comme nous avons la chance de permettre être nombreux, je vous des remercie. échanges des différents groupes politiques et des députés, je vous en prie. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Juste pour raffiner cette hypothèse, si l'on considérait que, par exemple, un parlementaire avait saisi l'Arcom sur le même sujet, puisque ce ne serait pas une saisine sur une séquence, mais sur un manquement déjà observé, et que l'Arcom n'ait pas tenu compte de cette demande, est-ce que vous considéreriez qu'il y a une forme de négligence? Si un parlementaire, monsieur le député, si un parlementaire saisit le CSA ou aujourd'hui l'Arcom, l'Arcom va, ou le CSA, analyser la saisine du parlementaire. Et comme je suppose par hypothèse que venant d'un parlementaire, cette demande justifie un examen par le collège, cet examen serait ou sera certainement opéré. Mais j'insiste sur le fait que la responsabilité de l'Arcom à cet égard, c'est une responsabilité ponctuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fait,
peut correspondre une mesure qui est un rappel à l'ordre, une mise en garde, une mise en demeure, voire au terme d'un processus, une sanction. On ne peut tenir compte du passé que précisément dans l'application de l'échelle des sanctions. C'est-à-dire que le fait, par exemple, qu'une mise en demeure n'ait pas été suivie des faits, ou plus exactement qu'elle ait donné lieu à une forme de récidive, justifie la sanction. Mais c'est, je le répète, un processus qui est très respectueux du contradictoire, de l'équilibre des parties. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas devant une juridiction que nous ne devons pas respecter ces règles fondamentales du droit, mais qui provoque une certaine longueur, d'aucuns diront une certaine lenteur. Merci. Il me reste à vous remercier tous les trois, à vous remercier pour la précision de vos réponses. Vous avez répondu à l'ensemble de nos questions. Et je veux indiquer, parce qu'il y a effectivement, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, des gens toujours bien intentionnés et toujours très anonymes sur les réseaux sociaux qui m'interpellent sur le fait que j'ai été administrateur de Radio France et de France Média Monde. Et donc j'indique de manière très solennelle, puisque le rapporteur le fait de manière solennelle, que je représente, parce que j'aurais dû le faire en introduction, que je représente l'Assemblée nationale au sein de ses conseils d'administration et que je n'y représente ni ma personne, ni mon groupe politique, mais l'Assemblée nationale est bien représentée au sein des différents conseils d'administration de France Télévisions, de Radio France, de France Média Monde, de l'INA et de l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel public que nous les représentons. Et merci M. Balladen de ce complément, de manière totalement bénévole et transparente, représentant de l'Assemblée nationale, pas de mon groupe politique, ni de mes propres convictions. Merci Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, merci Monsieur le rapporteur, et merci aux collègues qui ont permis d'avoir des échanges nourris et riches. Et nous nous retrouvons à 16h30, dans 15 minutes, pour l'audition d'un autre président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, Monsieur Roch-Olivier Mestre.